Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter maintenant avec ma collègue Clémence le projet Mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat. Le rapport final a été publié le 25 mars dernier et le projet a été initié il y a un an dans un contexte très différent où en fait le sujet de la formation aux enjeux liés au climat et à l'énergie n'avait pas vraiment fait l'objet d'une attention soutenue d'un acteur quelconque. Et on a vu qu'un an après, au moment où on a publié le rapport, le contexte était profondément différent et il y a vraiment une demande qui s'est structurée chez les étudiants, comme en témoignent les récentes manifestations. Et cette demande, elle appelle à une réponse académique profonde pour prendre en compte les enjeux liés au climat et à l'énergie dans l'enseignement supérieur. Donc brièvement, pour vous présenter la présentation d'aujourd'hui, d'abord je vais vous exposer les objectifs du projet et la genèse du projet. Ensuite, je passerai à une mise en contexte du climat, de pourquoi le climat c'est important dans l'enseignement supérieur. Et ensuite, je vous ferai part des résultats de l'étude chiffrée qu'on a réalisée pour voir comment les enjeux liés au climat et à l'énergie sont pris en compte dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Et je passerai ensuite la parole à Clémence qui vous présentera les pistes de réflexion qu'on a identifiées dans le rapport dans le cadre des entretiens qu'on a menés. Donc d'abord, comme je vous le disais, ce projet, le rapport final a été publié en mars dernier ce projet vise en fait à faire un état des lieux de la façon dont les enjeux liés au climat et à l'énergie sont pris en compte dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Il y a eu 2 phases au projet. La première phase était une phase qualitative, c'est-à-dire qu'on a réalisé des entretiens avec plus de 140 parties prenantes de l'enseignement supérieur. Donc on a rencontré des institutionnels, des directions d'établissements, des enseignants-chercheurs, des représentants d'associations étudiantes pour connaître un peu, discuter avec eux de leurs perspectives sur la façon dont ces enjeux étaient traités dans le supérieur aujourd'hui. Et dans un second temps, on a réalisé une étude quantitative, c'est-à-dire qu'on a sélectionné un panel de 34 établissements du supérieur pour analyser concrètement, dans les formations dispensées dans ces établissements, comment les enjeux climatiques et énergétiques et environnementaux au sens large étaient traités. Donc, pour commencer, l'importance de l'éducation aux enjeux climatiques a été reconnue graduellement, et ce à partir de 2008, et elle a été institutionnalisée dans les accords de Paris en 2015. L'article 12 de l'accord de Paris est consacré à l'importance de l'éducation aux enjeux climatiques. Et en France, cette intégration des enjeux climat, énergie et environnementaux va se faire progressivement et plutôt dans le primaire et le secondaire, qui, contrairement à l'enseignement supérieur, sont centralisés. Il est donc plus aisé d'y faire évoluer les programmes et de savoir ce qui est enseigné. Mais je vous invite du coup à consulter le rapport pour plus de détails sur le primaire et le secondaire, parce qu'on a peu de temps aujourd'hui. De manière générale, il faut dire que la population française est plutôt climato-convaincue et prête à agir. 71% des personnes interrogées selon un sondage, pensent que le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine et 76% se disent prêts à changer leur mode de vie. À côté de ça, on constate qu'en dépit de cette sensibilité, les causes du phénomène ne sont pas nécessairement bien identifiées et bien comprises. Juste à titre illustratif, si on regarde un sondage, quand on demande aux gens « Est-ce que vous pensez que les centrales nucléaires sont à l'origine de la production de gaz à effet de serre ?» Pour plus de 70% de la population, la réponse est oui. Donc on voit qu'il y a quand même une mauvaise compréhension sur l'origine du phénomène, ce qui peut parfois conduire à de mauvais arbitrages sur les solutions à mettre en œuvre et sur la meilleure façon de réduire son empreinte carbone. De manière générale, les études s'accordent sur le fait que la transition énergétique sera globalement créatrice d'emplois et que, en plus de créer de nouveaux emplois, elle va profondément modifier les emplois existants, parce que l'énergie, la transition énergétique, ça concerne tous les secteurs, tout le monde sera impacté. Et du coup, il est nécessaire de former l'ensemble de la société à ces questions et pas uniquement les personnes qui vont être amenées à occuper des emplois qui sont directement en lien avec la transition énergétique. Il faut que les futurs décideurs économiques et politiques soient formés parce que les décisions qu'ils prendront dans le cadre de leur carrière auront un impact très important sur la réalisation ou non de nos objectifs de transition. Mais il faut aussi former les futurs élus, les futurs électeurs, les futurs parents, les futurs journalistes qui chacun auront un impact à leur échelle sur ces objectifs de transition.
Donc il est évident que cette éducation aux enjeux climatiques et environnementaux doit se faire tout au long de la vie, à commencer par le primaire et le secondaire. Mais on a choisi de se pencher dans cette étude sur les études supérieures, qui sont en quelque sorte un moment propice pour mettre en relation la thématique, la problématique climatique énergétique par rapport à la fonction que l'étudiant occupera plus tard dans sa vie active. Donc maintenant, pour passer au climat dans le supérieur, donc en France, il y a un grand nombre de formations spécialisées en environnement qui existent. Je pense par exemple, je sais pas, des masters d'éco-conception ou alors d'écologie. Enfin voilà, il y a plus de 1500 formations en environnement qui existent, donc formations spécialisées. Mais à côté de ça, on constate que c'est un sujet qui est beaucoup moins structurant dans les formations plus généralistes, comme par exemple les formations en école de commerce ou école d'ingénieur. En dépit d'un intérêt explicite et grandissant des étudiants, les cours qui traitent d'environnement et de climat sont souvent optionnels, peu valorisés dans les maquettes pédagogiques et parfois ne font pas nécessairement l'objet d'une note à la fin du cours. Donc voilà, en dépit de cette demande croissante des étudiants, c'est quand même un sujet qui est très souvent une option. Donc juste un petit point méthodologique avant de vous présenter les résultats de l'étude chiffrée qu'on a réalisée. Pour cette étude chiffrée, du coup, comme je le disais tout à l'heure, on a sélectionné 34 établissements du supérieur sur la base des classements d'établissements dans 6 catégories différentes. C'est un échantillon qui est très restreint et qui ne se veut pas représentatif de l'enseignement supérieur dans sa diversité. Mais en fait, ce sont des établissements qui font référence dans leur domaine et qui ont été sélectionnés en fait pour donner un premier aperçu de la façon dont dont les enjeux climatiques et énergétiques sont traités dans des établissements qui vont former les futurs corps intermédiaires de la société. Donc je vous invite à consulter, si vous le voulez, la note méthodologique qui est en annexe du rapport, qui détaille très précisément l'échantillon qu'on a sélectionné et puis toutes les modalités d'analyse. Donc, pour passer aux chiffres, ce qu'on a trouvé, c'est que dans les 34 établissements qu'on a étudiés, 65% des formations n'abordent ni les questions environnementales, ni les questions climatiques et énergétiques. Après, 35% des formations vont aborder le sujet de l'environnement et seulement 24% vont parler à leurs étudiants du sujet énergie-climat. Alors si on zoome et qu'on regarde plus précisément par catégorie, donc là vous avez les 6 catégories, les 6 catégories. On a des écoles d'ingénieurs, des écoles formant des fonctionnaires non ingénieurs qui ont été rassemblées en une seule catégorie ici. Ensuite les écoles de commerce, les universités, les écoles formant des hauts fonctionnaires et enfin une catégorie autre dans laquelle on a mis des établissements qui ne figuraient pas dans les autres catégories, par exemple Sciences Po, des écoles de journalisme, une école d'architecture. Alors on voit là que les résultats sont très différents en fonction des catégories. Ce sont les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce qui vont avoir le plus de cours qui vont parler des enjeux climatiques et énergétiques, donc respectivement 48% des formations qui vont aborder ces enjeux dans les écoles d'ingénieurs et 54% dans les écoles de commerce. Mais si on regarde ensuite le caractère optionnel ou obligatoire de ces modules, on voit qu'il y a une grosse différence encore une fois. Seuls 26% des formations des écoles d'ingénieurs vont aborder ces enjeux de manière obligatoire et ce sera 6% dans les écoles de commerce. Donc on voit qu'il y a une grande disparité en fonction des établissements, mais ce qu'on peut retenir globalement, c'est qu'au total, 11% du total des formations qui vont parler à leurs étudiants de climat et d'énergie de manière obligatoire, c'est très peu. On pourrait imaginer que les 35% des formations qui parlent des questions environnementales au sens large que le cours évolue pour parler de climat obligatoirement et généraliser ces modules pour qu'ils soient rendus obligatoires. Mais voilà, ce qu'on constate globalement, c'est que c'est quand même assez peu sur le total des formations. Donc maintenant, pour comprendre pourquoi il y a si peu de climat dans l'enseignement supérieur, dans les formations du supérieur, il faut comprendre un petit peu les obstacles à une meilleure intégration de ces enjeux-là. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le système de l'enseignement supérieur est un système complexe qui est caractérisé par une grande multiplicité d'acteurs et de rapports de force et une autonomie croissante des établissements. Donc, il faut composer avec tout ça. Et pour faire évoluer les programmes, il faut faire bouger tout ce monde et ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est un système qui est caractérisé selon les personnes qu'on a interrogées par une forte inertie au changement.
Il faut également, quand on parle des obstacles à l'intégration de plus de climat et d'énergie dans le supérieur, il faut également parler de l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité qui est clé de l'enseignement de la transition énergétique, du climat et de l'énergie, qui sont des sujets qui sont multisectoriels par nature. Et en France, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, il existe de nombreux obstacles à l'interdisciplinarité, notamment la rigidité des classifications disciplinaires du Conseil national des universités, qui est un organisme qui va décider de la progression dans les carrières des enseignants-chercheurs, qui est un organisme qui est très cloisonné par discipline. Et les enseignants-chercheurs, en fait, sont très peu encouragés à s'emparer de sujets de recherche interdisciplinaires. Ils sont fortement plutôt encouragés à se consacrer à leur recherche dans leur catégorie disciplinaire pour se faire connaître de leurs pairs, se faire reconnaître et voilà, pour progresser dans leur carrière. Il y a également une forte pression, ces mêmes enseignants-chercheurs sont également soumis à une forte pression de publication. Ils sont très encouragés à se consacrer à leur recherche. On peut citer par exemple pour ça, pour expliquer ça, le fait que les classements d'établissements, qui sont très regardés par beaucoup d'établissements, accordent une grande importance aux critères du nombre de publications dans des revues académiques. Et ça donne lieu également à un autre effet pervers qui est un manque de valorisation des activités d'enseignement des enseignants-chercheurs qui du coup sont encouragés à se consacrer pleinement à leur recherche et pour qui le temps d'enseignement est parfois perçu comme un poids. À côté de ça, on a bien évidemment au sein des établissements des moteurs de changement qui encouragent, qui poussent pour plus d'intégration de ces enjeux dans les formations. Donc en premier lieu, évidemment, les enseignants qui sont leaders et influenceurs, qui sont très souvent à l'initiative de la création de modules dans leurs établissements pour convaincre leur direction de l'importance du sujet. Qui mettent en place des modules qui s'efforcent de recoller sciences et politique, par exemple, pour traiter du sujet du climat. Les étudiants, bien sûr, qui sont demandeurs et proactifs, comme en témoignent les récentes manifestations étudiantes. On peut citer également l'exemple du manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui, moins d'un mois après sa publication, comptabilisait déjà plus de 20 000 signatures. Donc on voit quand même que c'est un sujet pour lequel les étudiants sont très fortement mobilisés. Les responsables développement durable des établissements, qui sont eux aussi très souvent à l'initiative de projets ou de différentes choses qui peuvent faire progresser ces questions-là, mais leur rôle est souvent cantonné au volet patrimoine et campus de la transition, c'est-à-dire comment mettre en cohérence le campus avec des objectifs zéro déchet, ou alors comment mettre en cohérence le campus par rapport à la transition énergétique. La conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'universités mettent également en place des groupes de travail pour réfléchir à ces questions-là. Et enfin, les directions d'établissement qui peuvent être un obstacle si elles n'y voient pas d'intérêt stratégique ou alors un soutien très fort. Très brièvement, pour aborder le rôle de l'État, il n'y a pas aujourd'hui de consensus sur le rôle que l'État devrait jouer, dans un contexte où les établissements font l'objet d'une autonomie croissante. Mais ce sur quoi nos interlocuteurs se sont mis d'accord, c'est qu'une impulsion politique est nécessaire pour mettre le sujet à l'agenda et pour permettre à tous ces acteurs-là de faire progresser l'enseignement des enjeux climatiques et énergétiques dans les formations. Voilà, donc je vous ai présenté un bref état des lieux. Maintenant, je vais passer la parole à Clémence qui va vous présenter les pistes de réflexion qu'on a identifiées dans ce rapport pour faire progresser l'enseignement des enjeux climatiques et énergétiques dans le supérieur. Merci Marion. Bonjour à tous, donc Clémence Voreux, je travaille au Shift Project et je m'occupe notamment de ce projet-là sur l'enseignement supérieur. Alors... Donc maintenant, Marion vous a présenté globalement la situation initiale, la manière dont aujourd'hui les sujets climatiques et énergétiques sont enseignés dans le supérieur. Il se trouve qu'en discutant avec nos interlocuteurs, on leur a aussi demandé de nous aider à identifier des pistes de réflexion et de recommandations sur qu'est-ce qui pourrait changer pour que aujourd'hui, demain en tout cas, prochainement, on aborde davantage ces questions-là et on enseigne mieux et plus largement ces enjeux climat et énergie dans l'enseignement supérieur.
Donc pour reprendre un petit peu le cadre, l'idée que Marion a essayé de vous faire passer, c'est quand même que ce sont les établissements aujourd'hui qui ont gagné leur autonomie, qui ont donc la compétence pour choisir qu'est-ce qui figure dans les programmes de leur formation. C'est donc eux qui peuvent vraiment faire changer les choses. Après, il existe tout un tas d'autres acteurs qui, eux, peuvent créer le cadre, l'environnement, qui va inciter et favoriser la prise en compte de ces enjeux-là et faire changer d'attitude les directions d'établissement pour qu'ils se rendent davantage compte du sujet et qu'ils aient un cadre qui soit favorable à cette évolution de leur formation. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc sur le rôle de l'État, Marion a expliqué qu'il n'y a pas de consensus. De manière générale, les établissements sont assez frileux à l'idée que l'État s'implique davantage et ait davantage de pouvoir sur ce qui est enseigné, ce qui relève donc vraiment de l'autonomie et l'indépendance des établissements. En revanche, l'État a déjà quelques instruments qui servent de cadre en fait, cadre académique, à la recherche et à l'enseignement supérieur, qui sont autant d'instruments qu'il peut mobiliser et faire évoluer pour favoriser et simplifier la possibilité d'enseigner ces enjeux climat et énergie aujourd'hui. Donc on va les voir. Donc le gouvernement déjà a un rôle important à jouer puisqu'il peut favoriser une mise à l'agenda, donc par des déclarations, un petit peu comme le président l'avait fait lorsque Donald Trump s'était retiré de l'accord de Paris en disant nous accueillons en France tous les chercheurs pour travailler sur le climat. On peut imaginer un petit peu un équivalent sur désormais la priorité numéro 1 de notre enseignement supérieur, c'est d'aborder ces considérations de transition énergétique et climatique qui sont quand même une des grandes priorités du gouvernement. Donc le gouvernement a un rôle important à jouer. Un de ses organes principaux, donc Marion a mentionné, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, donc le MESRI, qui lui donc c'est lui qui décide du cadre et qui a élaboré le cadre qui sert à la recherche et à l'enseignement supérieur. Et donc il peut favoriser, donc créer un accompagnement aux directions pour davantage prendre en compte ces sujets-là. Donc par exemple, il peut donner une feuille de route lors de la nomination des directions d'établissement en disant vous êtes désormais à la tête d'un établissement, mais une de vos priorités stratégiques, ça doit être d'enseigner très largement à tous vos étudiants les bases pour comprendre les enjeux de transition énergétique et climatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il peut faire. Il peut aussi participer au conseil d'administration. Il est généralement présent et aujourd'hui, il est assez silencieux, mais il pourrait avoir comme rôle de rappeler régulièrement que l'un des objectifs de l'État, c'est la transition énergétique et climatique et que les établissements du supérieur ont un rôle à jouer là-dedans et faire partie intégrante de cette stratégie. L'État pourrait aussi créer un vice-président à la transition, pourquoi pas, ou au climat, dans les universités et essayer d'encourager la même chose dans les écoles. Il y a déjà un vice-président au numérique qui est présent. Pourquoi aller au numérique et pas à la transition énergétique, qui pourrait avoir comme en grosse partie ce rôle de suivre les formations et s'assurer que dans les formations de l'établissement, on aborde ces questions-là. Donc aujourd'hui, il y a les responsables développement durable qui ont un petit peu ce rôle-là. Il y a aussi parfois des vice-présidents développement durable. Mais aujourd'hui, ces fonctions-là sont très, très cantonnées le plus souvent à des fonctions de transition des campus, c'est-à-dire les déchets, la mobilité, la rénovation des bâtiments, et ils vont souvent, ou la vie scolaire, les associations, mais ils vont souvent pas en profondeur dans le contenu des formations. Voilà, donc on pourrait imaginer un poste assez élevé avec quelqu'un dans les établissements qui soit en charge de favoriser à part égale la rénovation des bâtiments, la recherche, mais aussi s'assurer que dans les enseignements, ces sujets-là figurent et sont abordés. Voilà, donc ça c'est quelque chose que le ministère peut faire. Les ministères de tutelle aussi peuvent jouer un rôle, puisqu'ils peuvent favoriser un accompagnement et une animation du réseau des enseignants et des établissements qui relèvent de leur tutelle. Par exemple, le ministère de la Culture a créé un réseau qui s'appelle ENSAECO, où les écoles d'architecture arrivent et donc parviennent à échanger et à être mis en relation les uns avec les autres pour pouvoir échanger les bonnes pratiques, les supports pédagogiques. Donc on pourrait imaginer que tous les ministères et le ministère de l'enseignement supérieur, pourquoi pas, parviennent à jouer ce rôle d'animateur et de circulation de l'existant. On y reviendra un peu plus tard.
Et donc le ministère de l'Enseignement supérieur a aussi un autre organe qui est indirect, mais qui est donc le HCERS que Marion a mentionné, qui est le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est donc l'organe qui accrédite les établissements et qui leur donne l'autorisation d'enseigner, et qui, tous les 5 ans, vient évaluer le contenu des formations et qui donc pourrait vérifier, si on le lui demandait, qu'au sortir de leurs études, chaque étudiant ait à un moment donné eu un cours qui lui explique ces enjeux de transition climatique et énergétique, au moins les bases. Donc aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Voilà, donc il y a pas mal d'instruments qui peuvent être mis en œuvre déjà au niveau de l'État sans augmenter ses compétences, sans faire davantage d'ingérence de l'État dans l'enseignement supérieur, mais simplement en créant un cadre qui serait plus favorable. On peut aussi évoquer la possibilité pour l'État d'orienter la recherche, puisqu'il y a des relations assez fortes entre la recherche et l'enseignement supérieur, puisque c'est aussi les enseignants sont souvent des enseignants-chercheurs, et que donc si on favorise donc l'interdisciplinarité que Marion a mentionnée, ou davantage d'implication et d'investissement des enseignants des enseignants-chercheurs dans leurs activités d'enseignement, ce serait aussi un cadre qui serait favorable à davantage d'inclusion de ces questions-là. Et par ailleurs, l'État pourrait aussi montrer l'exemple en formant mieux ses fonctionnaires, enfin formant tout court ses fonctionnaires aux enjeux climatiques et énergétiques. Aujourd'hui, c'est très très loin d'être le cas. Et il y a plus de 5 millions de fonctionnaires en France, donc on a déjà un bon gisement de personnes qui peuvent être formées à la fois en formation initiale et puis ensuite en formation continue. Voilà. Donc cette slide et notre discours vise à montrer, et c'est le discours qu'on porte aujourd'hui, à montrer que l'État peut déjà faire beaucoup sans faire d'ingérence, mais qu'il y a vraiment la nécessité de créer un cadre qui prenne en compte ces nouveaux enjeux. Je vais trop loin. Alors, autre sujet donc, que Marion a mentionné, la mobilisation des étudiants, qui est absolument indispensable, vous l'avez vu ces derniers mois, et qui a permis de vraiment faire bouger toute la situation. On aurait sorti ce rapport il y a 1 an, il n'y a aucune chance qu'il ait eu l'écho qu'il a pu avoir dans ces derniers mois, grâce à tous ces étudiants qui sont sortis dans la rue, qui ont fait des pétitions, qui ont signé un manifeste pour un réveil écologique, qui ont dit, d'une part, on veut que nos dirigeants s'occupent de climat, mais en plus, on a envie d'être formés à ces questions climatiques et énergétiques parce que pour l'instant, on ne les connaît pas suffisamment bien pour pouvoir jouer le rôle qu'on a envie d'occuper dans la société. Donc il y a ce double discours et par ailleurs auprès des recruteurs et en plus on ne veut pas travailler pour vous si vous ne prenez pas en compte ces sujets-là. Donc tout à l'heure Hugues a parlé dans le cadre du numérique de cette question pour les RH. Il y a un gros sujet de comment on recrute à la fois pour répondre aux défis planétaires de la transition énergétique et pour répondre à la demande des étudiants et notamment des meilleures écoles françaises qui cherchent à jouer un rôle plus important et plus cohérent. C'est aussi par contagion à d'autres parties prenantes, puisque après la mobilisation des étudiants et notamment des lycéens et collégiens, il y a beaucoup d'enseignants, notamment du primaire et secondaire, qui se sont mobilisés, qui se sont regroupés et structurés, et qui aujourd'hui sont de plus en plus en train de partager des supports, des expériences pour travailler ensemble à davantage d'inclusion de ces questions-là dans leurs enseignements. Voilà, il y a aussi les anciens élèves qui peuvent jouer un rôle. C'est plus ou moins le cas selon les écoles, mais c'est quand même un gisement assez important. On a 8000 alumni à Sciences Po, il y en a 30 000 aux arts et métiers. Pour l'instant, ils ne sont pas forcément très mobilisés, mais on pourrait imaginer que que certains arrivent à créer un peu un mouvement et cherchent à jouer leur rôle en demandant à leurs établissements de se mettre à la page un petit peu et de vouloir garantir une meilleure adéquation de leur école avec les besoins à la fois du marché et puis de nos sociétés simplement, et qui jouent un rôle en ce sens-là. Et par ailleurs, les étudiants ont souvent, c'est pas systématique, mais le rôle d'évaluer leurs cours, leurs enseignants et leurs enseignements. Et ils peuvent aussi s'exprimer là-dessus en demandant davantage d'inclusion de ces questions-là. C'est déjà un petit peu le cas. Ils sont plus ou moins écoutés, c'est des évaluations qui sont plus ou moins regardées par les établissements, mais on peut imaginer que si c'est un mouvement commun, uniforme, et que les établissements en tiennent davantage compte, ça puisse jouer un rôle assez important. Alors, je l'ai mentionné, le rôle des recruteurs, qui est vraiment important. Il y a beaucoup
d'établissements qu'on a rencontrés et on leur a posé la question pourquoi est-ce que vous enseignez pas davantage ce sujet-là, et finalement ils nous répondent c'est parce qu'il n'y a pas de demande et que nous notre priorité c'est de mettre nos étudiants sur le marché et que tant que les recruteurs regardent pas ça et nous demandent pas de les former à ce sujet-là, en fait on n'a pas intérêt à le faire. Et que donc ça implique de la part des entreprises d'arriver à mieux identifier leurs besoins et mieux les expliciter dans leur recrutement et dans leur stratégie de ressources humaines. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est un organigramme dont vous ne voyez absolument rien, mais qui est en gros un organigramme basique d'une entreprise pour montrer que à chaque type de direction, il y a forcément un lien avec ces questions de transition énergétique et climatique, et que donc chaque personne doit être formée au moins à avoir les bases de ces sujets-là pour pouvoir exercer au mieux leurs fonctions. Donc il y a la direction générale, la direction stratégique, la direction des risques, la direction de la communication, la direction des RH. Il n'y a pas une seule direction où le fait de connaître ces enjeux climatiques et énergétiques ne va pas un tout petit peu influencer la manière dont la personne va occuper son poste et prendre des décisions. Voilà. Donc les entreprises ont vraiment un rôle important à jouer là-dessus. Et les établissements ont besoin d'elles pour pouvoir mieux mettre en avant et faire évoluer leurs enseignements. Et les entreprises ont aussi un rôle à jouer, mais c'est aussi le cas de l'État, dans la formation continue, puisqu'on parle beaucoup du coup des étudiants qui sont à l'école. Il y a aussi tous ceux qui sont déjà sur le marché du travail et qui sont pas du tout formés aux questions climatiques et énergétiques. Et donc les entreprises ont un rôle important à jouer pour proposer de la formation professionnelle à leurs employés, de la même manière que l'État peut faire la même chose pour ses fonctionnaires, en leur demandant de se mettre un petit peu à jour des derniers événements et des derniers enjeux pour occuper leur rôle plus efficacement. Donc on a aussi le rôle des classements et des labels et des concours, on verra ça après, qui ont un rôle assez important à jouer. Marion expliquait que les entreprises regardent en priorité la manière dont les établissements leur place et leur rang dans les classements qui sont très regardés par les étudiants et qui aujourd'hui font figurer au premier rang de leurs critères le salaire à la sortie de l'école, avec une pondération très très importante. Quelques autres critères Marion mentionnait la publication de leurs enseignants-chercheurs, l'ouverture à l'international, il y a tout un tas de critères. Mais l'enseignement des enjeux de transition énergétique et climatique, ou même plus généralement de développement durable, est généralement très, très secondaire lorsque cette préoccupation figure dans les critères des classements. Voilà, donc il y a un gros sujet au niveau des classements. Où du coup le travail peut être fait. Il y a des classements qui existent de plus en plus, qui sont créés, qui sont dédiés à ces questions de développement durable. Il y a un classement qui s'appelle Green Metrics, qui a été créé en Indonésie. Mais je pense qu'ici personne n'en a entendu parler, ou très peu de gens. C'est pour ça que nous on pense que c'est plus efficace d'arriver à intégrer ces questions-là dans les classements existants, le Times Higher Education ou l'usine nouvelle, ce type de classements qui sont très regardés par les étudiants. Un autre sujet, donc, c'est de repenser les labels. Les labels sont des sortes d'accréditation privée, généralement au niveau européen ou au niveau international, qui sont demandés par les établissements qui demandent une accréditation supplémentaire pour attester de leur qualité. Donc il y a EQUIF au niveau européen pour les écoles de commerce, AACSB, et ces labels pourraient aussi davantage prendre en compte, au même titre que les classements, ces critères de formation des étudiants aux enjeux climatiques et énergétiques dans leurs critères. Il y a un label DDRS que j'ai indiqué là, qui est donc issu de travaux de la CGE et de la CPU, que Marion a mentionné, qui sont des organismes regroupant des établissements, qui visent aussi à évaluer ces questions-là, mais qui est un label dédié, et de la même manière que les classements dédiés, ça nous paraît moins efficace en termes d'impact que de mettre le sujet dans tous les classements. Il faudra faire pareil dans tous les labels et que ce soit plus systématiquement évalué. Voilà, donc il y a des initiatives qui émergent. Pour les classements, on a aussi un classement récemment, le Times Higher Education, qui a dévolu, qui est très fier de lui parce qu'il a dévolu une nouvelle pondération aux enjeux de développement durable, qui aujourd'hui est de 3%. Donc l'idée, c'est d'arriver à viser un peu plus haut et être un peu plus ambitieux. Donc ça commence, mais il va falloir aller beaucoup plus vite si on veut avancer plus efficacement.
Et enfin, les concours. Donc avant d'intégrer ces grandes écoles et d'intégrer un certain nombre de formations, les étudiants passent des mois, voire des années à préparer des concours en suivant un programme qui est défini par les établissements ou les groupements d'établissements pour préparer ces concours. Donc là, on peut citer les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les concours de fonctionnaires, où pour l'instant, ces sujets ne sont pas présents au concours ou de manière très, très, très marginale. Donc si jamais les établissements arrivaient à s'accorder pour mettre... pour requérir que les bases de compréhension de ces enjeux climatiques et énergétiques soient acquis par les étudiants et testés dans des concours, ça obligerait ces étudiants à préparer en amont ces questions-là, s'informer et également aux enseignants qui les préparent à eux-mêmes se former pour pouvoir les expliquer correctement. Voilà, donc il y a un gros sujet de ce côté-là. Et sinon, donc l'autre question qu'on a abordée avec nos interlocuteurs, c'est ok, donc qu'est-ce qu'on enseigne, comment on l'enseigne. Donc là, c'est vraiment côté pratique. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on s'est mis d'accord et que tous les enseignants et les établissements ont dit ok, banco, on y va. Donc il y a des choses qui font consensus et il y a des choses qui font moins consensus. Et la réponse finalement, c'est il faut qu'on en discute, il faut réfléchir ensemble sur le quoi, qu'est-ce qu'on enseigne. De manière générale, il y a un consensus sur le fait qu'il faut vraiment définir un socle commun de connaissances sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui est vraiment la base? Un petit peu comme en éducation civique. Quels sont les fondamentaux à connaître? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui parlent de développement durable, d'autres de RSE, d'autres d'ISR, de tout un tas de choses, ou de transition écologique. De quoi on parle et c'est quoi les fondamentaux à connaître. Et tant qu'on n'a pas ça, c'est compliqué d'imaginer une formation uniforme pour tous les étudiants qui risquent de sortir chacun de sa formation avec un bagage totalement différent et pas très cohérent avec celui de ses camarades. Donc c'est une discussion à mener. La nécessité de recontextualiser les enjeux quand on les enseigne, c'est-à-dire faire vraiment le lien entre les enjeux scientifiques du changement climatique et de la transition énergétique et ses impacts sociaux, sociétaux, directs, concrets, pour que les étudiants puissent vraiment s'approprier ces questions-là. La nécessité aussi de créer des synergies entre les disciplines, puisque la transition énergétique n'est pas juste une question de sciences dures, d'ingénieurs, de physiciens, mais elle a des conséquences très 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 directes sur le travail et le rôle et la vie de tout un tas d'autres individus. On a vu l'exemple avec le numérique juste avant, mais les usages du numérique, ça concerne tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à enseigner de manière uniforme et en mêlant donc les aspects sociétaux, sciences humaines, sciences économiques, sciences sociales et sciences dures, qui aujourd'hui communiquent encore assez peu. Voilà. Et donc, ce qui est rendu aujourd'hui assez difficile avec cette question de manque d'interdisciplinarité et de cloisonnement des disciplines qu'a évoqué Marion. Donc tout ça est lié. Et finalement, comment est-ce qu'il faut enseigner ces sujets-là? Il y a beaucoup d'établissements qui nous disent « Bon, j'ai envie de le faire, par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une animation? Est-ce que je vais plutôt faire une conférence ?» Comment est-ce qu'on enseigne les enjeux climatiques et énergétiques? Nous, on n'a pas de solution là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux faire une conférence dédiée académique d'un enseignant à ses étudiants? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des expériences pratiques? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des projets ou des cas d'études? C'est quelque chose qui reste ouvert, qui dépend sans doute. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un module dédié ou est-ce qu'il faut mieux arriver à faire en sorte que chaque enseignant d'une formation arrive à faire infuser ces questions-là dans son cours? C'est aussi quelque chose qui reste ouvert, ça dépend sans doute. Est-ce qu'il vaut mieux enseigner le sujet plutôt en début d'études ou en fin d'études? Peut-être l'un, peut-être l'autre, sans doute les deux. Donc ça c'est des choses où personne n'est d'accord, notamment du fait qu'on a interrogé des personnes de différentes disciplines. Et donc la conclusion à cette histoire, c'est qu'il faut sans doute mener cette réflexion par type de discipline pour que chaque filière arrive à identifier la meilleure manière d'aborder ces questions de transition climat-énergie avec ses étudiants. Et cette manière ne sera pas la même selon qu'on parle d'étudiants d'école de commerce ou d'école d'ingénieurs ou d'école de journalisme ou d'université. Donc il faut vraiment mener ces chantiers-là. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu commencer à faire, nous, au Shift, en donnant des exemples, des cas pratiques. Donc on a lancé un chantier que je vais laisser Anaïs vous présenter juste après, sur les formations dans la culture, qui sont reliées au ministère de la Culture.
qui ont leurs problématiques propres. On veut lancer un chantier sur les formations en médecine. On aimerait lancer prochainement un chantier sur les formations de l'ingénieur, de la finance aussi. Voilà, donc ça, c'est des tas d'idées qu'on a en ce moment dans nos bagages. Mais l'idée la plus avancée, c'est celle sur le ministère, sur les formations qui relèvent du ministère de la Culture. Donc ça, je vais laisser Anaïs vous en parler à présent pour vous donner une petite idée du type de réflexion qu'il faut arriver à mener maintenant en la matière. Voilà, je vous remercie. Avant de te passer le micro. Et on prendra toutes les questions sur l'ensemble de la session à la fin de la présentation d'Anaïs. Donc Anaïs, à qui je vais céder la parole, qui est donc une professionnelle de la culture et qui s'est sensibilisée il y a pas mal de temps déjà aux questions de transition, qui est passée au ministère des Affaires étrangères où elle était en charge de la culture et qui donc travaille maintenant avec nous pour un temps sur ces questions de formation au ministère de la Culture, enfin, dans les établissements culturel et qui vous en dira plus et beaucoup mieux que moi tout de suite. Merci Clémence, bonjour. Je vais prendre la... Hop, merci. Voilà, elle est un peu sensible. Ok, pardon. Voilà, donc effectivement, dans la continuité du rapport global sur la prise en compte des enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur en France, je me suis intéressée particulièrement à cette problématique-là dans l'enseignement supérieur culture, donc culturel et artistique. Je vous présenterai donc effectivement, donc c'est une étude qui est en cours, donc je ne vais pas annoncer de conclusion finale, mais plutôt des premiers résultats en présentant tout d'abord le paysage de l'enseignement supérieur culture en France, puis la méthode que j'ai adoptée et enfin les premières grandes lignes qui en ressortent et accompagnées de quelques pistes de réflexion. Mais avant ça, je vais d'abord recontextualiser ces enjeux-là parce que vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre l'énergie, le climat et la culture et en quoi c'est pertinent de s'intéresser à ça. Je vais essayer de vous démontrer en quoi vous qui travaillez sur les questions de transition énergétique avez tout intérêt à vous pencher sur les questions artistiques et culturelles et aussi vis-à-vis du secteur culturel leur expliquer en quoi il est assez urgent de s'intéresser de près de manière sérieuse à cette question. Une illustration, en fait c'est une photo qui a été prise à l'occasion de la COP21, donc un mouvement d'artistes et d'activistes qui ont fait une performance devant le Louvre en fait pour dénoncer le financement des établissements culturels en France. C'est un mouvement qui est né au Royaume-Uni et aux États-Unis par l'industrie pétrolière. Donc c'est ce à quoi pensent les gens dans la culture quand on leur dit, selon vous, quel est le lien entre la culture et les énergies fossiles. Ils vont avant tout penser à ça. Malheureusement, c'est pas qu'une question de financement, mais c'est une question de ressources, puisque la culture aujourd'hui, pour fonctionner, telle qu'elle existe et telle qu'elle a été structurée dans un contexte d'abondance matérielle pétrolière et dans un contexte d'absence de contraintes environnementales particulières, elle est aujourd'hui toujours extrêmement dépendante de cette énergie-là. Voilà, donc pardon, je vois les deux slides ici, c'est pour ça. Donc là, une nouvelle petite illustration. J'entends régulièrement, on me dit oui, pourquoi s'intéresser à la culture, laissons les artistes tranquilles et la culture est une pratique immatérielle qu'il faut encourager dans un monde bas carbone. Mon discours va un peu à l'opposé de ça et c'est ce que j'essaye de démontrer. Donc une image qu'on voit à peu près qui vous permet visuellement de faire un petit bilan en carbone d'un tournage de film qui montre bien la matérialité de la chose. Donc effectivement, comme tout secteur, la culture est dépendante donc de ressources énergétiques et matérielles et aussi émettrice de gaz à effet de serre. On a la chance en France d'avoir un réseau particulièrement dense. Je ne vais pas vous le lister, mais à titre d'exemple, on a 1200 musées labellisés Musées de France. C'est autant d'infrastructures en fait qui doivent être construites, entretenues, rénovées, chauffées, qui mobilisent du personnel assez varié, qui génère un certain déplacement d'œuvres pour les musées, qui fait fonctionner de nombreux services techniques, que ce soit de la régie à la restauration. Mais il y a aussi une demande des usagers qui est assez significative.
Vous l'ignorez peut-être, mais selon l'INSEE, en moyenne, vous passez 11% de votre temps sur une journée de 24 heures à la culture, à des pratiques culturelles, soit 2,42 heures sur 5 heures de temps libre, ce qui n'est pas négligeable. En 2016, le cinéma a fait 42 millions d'entrées. Et sans parler donc c'est autant de déplacements effectivement de spectateurs qui à ce jour prennent encore beaucoup la voiture, et c'est sans parler effectivement des questions d'usage où Maxime le disait tout à l'heure, où je reprends ces chiffres, 34% du trafic vidéo c'est des films et des séries. Donc voilà un peu le lien aussi entre les aspects numériques et les aspects culturels, et en quoi autant le numérique que le culturel sont des questions matérielles. Donc voilà globalement pour ces aspects-là. Malheureusement, et c'est ce qu'il faut faire passer comme message à la culture, donc c'est une œuvre de Banksy qui parle d'elle-même. L'autre message qui est important de faire passer à la culture, c'est que c'est un secteur qui est vulnérable, même s'il est partie prenante de la crise des ressources et du dérèglement climatique, mais il est aussi vulnérable face à ces enjeux-là. On peut identifier 2 principaux risques, on va dire un risque physique. Alors l'illustration la plus simple, la plus parlante pour vous, ce serait les questions de patrimoine naturel et culturel. Un exemple, le patrimoine côtier, avec la montée du niveau de la mer, risque simplement de disparaître et assez endommagé avec la variabilité, on va dire, des régimes de pluie et de sécheresse parmi quelques exemples. Le deuxième risque, c'est le risque de transition, parce qu'une transition énergétique réussie et qu'on espère entraîne une évolution du bâti, des moyens de transport, du prix de l'énergie, et donc, in fine, entraîne aussi un changement de comportement des usagers. Pour vous donner une idée assez simple, dans un monde idéal où on ne se déplace plus en avion, le musée du Louvre perd le 3/4 de ses visiteurs. Voilà, et c'est pour ça, donc toujours pour rester sur l'aspect patrimoine et pourquoi en fait suite à ce constat-là il est important de former les jeunes futurs artistes, futurs professionnels du secteur de la culture à ces enjeux-là. Un exemple très concret, un réseau étudiant de l'école du Louvre qui s'est constitué en début d'année et qui a publié une tribune dans Libération pour dénoncer en fait l'absence de prise en compte de ces enjeux-là et de formation à ces questions-là dans leur cursus. Donc ce sont des futurs conservateurs du patrimoine. On leur apprend par exemple sur l'île de Pâques énormément de choses sur l'histoire des statues, etc. On oublie juste de dire que pour des questions d'érosion, ces statues ne seront plus là puisqu'elles seront sous l'eau dans quelques années. Voilà, alors donc effectivement un secteur qu'il faut préparer dès la formation. Voilà, alors c'est un peu flou, c'est une œuvre d'Isaac Cordal, je la trouvais assez parlante parce qu'elle pose un petit peu les choses sans aucun parallélisme avec la composition très masculine de cette salle. Voilà, donc autre précision par rapport à cette étude et l'intérêt que vous avez à vous pencher en fait sur ce secteur-là, c'est qu'on veut aussi en faire un secteur, une alliée de la transition énergétique et un secteur exemplaire. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que sous-secteur du tertiaire, il peut avoir une influence et il peut avoir un potentiel rôle prescripteur, c'est-à-dire il peut influencer la demande dans les secteurs classiques de la transition énergétique dont vous vous occupez, que ce soit le bâtiment, le transport, l'agriculture, l'industrie. Et deuxième aspect, pourquoi une alliée de la transition énergétique ? Parce que la culture, même si c'est un secteur tertiaire, c'est pas un secteur forcément comme les autres, sa grande valeur ajoutée, en fait, c'est le contenu qu'il produit. Et quand on parlait justement de numérique, on parlait de questions sociétales. Ce qu'il faut changer, par exemple, pour filer un petit peu cet exemple-là, c'est des imaginaires, une certaine représentation en fait de notre modèle de société et notamment des questions d'innovation. Et donc c'est là que les artistes, en tant que diffuseurs de valeurs et producteurs de contenu, et comme milieu, on va dire, d'expérimentation qui est moins soumis peut-être à d'autres contraintes, peut contribuer à créer ces changements culturels vers une société plus résiliente. Donc voilà, on passe enfin donc à l'étude en tant que telle.
Donc de quoi parle-t-on quand on parle d'enseignement supérieur artistique et culturel en France? Donc Clément se disait, c'est en grande majorité les établissements qui sont sous tutelle du ministère de la Culture, mais pas que. Donc aujourd'hui, on a 37, la rentrée 2018, on a 37 000 étudiants et plus de 40 diplômes. 37 000 étudiants, pour vous donner une idée, en école d'ingénieur, il y a 159 000 inscrits en 2018. Évidemment, ça recouvre des réalités institutionnelles assez variées. C'est un secteur qui est particulier puisqu'il est à cheval entre l'enseignement supérieur et la création artistique, qui mêle des établissements publics et privés avec des tailles et des statuts variés, jusque-là rien de très surprenant, et qui répondent à des politiques tant nationales que territoriales. Donc une petite typologie ici. Vous avez donc, en fait, elles sont un peu distribuées selon le secteur. Le ministère de la Culture et les collectivités territoriales vont s'occuper notamment de l'architecture, même si ça peut vous surprendre. Les écoles d'architecture sont sous tutelle de la culture et non du logement, par exemple. Le spectacle vivant qui recouvre le théâtre, la danse, la musique. Il y a aussi des formations qui sont sous tutelle du MESRI. Donc c'est toutes les formations qui sont liées à la gestion de projets culturels, à l'administration en fait de structures et aux politiques culturelles. Et enfin dans le secteur privé, vous retrouverez ceux dont on parlait tout à l'heure, jeux vidéo, multimédia, et les métiers techniques du spectacle qui sont par exemple des domaines de formation assez clés pour réaliser justement les questions de la transition énergétique. Donc voilà, ah oui, on voit pas tout à fait. Alors donc ça c'est une cartographie qui a été réalisée cette année par le ministère de la Culture. Donc vous voyez un peu la distribution territoriale par secteur de formation, avec une grande concentration à Paris, mais quand même une très bonne répartition sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Donc je passe maintenant rapidement sur la méthodologie de l'enquête. Donc c'est une étude qui est avant tout qualitative. J'ai essayé, dans la mesure du possible, d'avoir un échantillon le plus représentatif de la diversité du secteur, c'est-à-dire à minima un établissement par domaine de formation. Donc j'ai réalisé à ce stade 26 entretiens, en essayant là aussi d'avoir un panel d'acteurs assez variés, c'est-à-dire des directeurs généraux, au DAF, directeurs des études, enseignants et bien sûr étudiants et anciens étudiants. Voilà, avec un certain nombre Bon, j'ai eu un retour globalement quand même, un taux de réponse assez élevé, avec des retours assez positifs et encourageants, même si j'ai eu quand même pas mal de non-réponses. Alors je vais pas m'éterniser là-dessus, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous détailler un petit peu parce que c'est aussi intéressant à analyser. Donc voilà la liste des institutions rencontrées. Donc j'ai notamment rencontré des personnes au ministère de la Culture, l'école du Louvre, la FEMIS qui est l'école des métiers de l'image et du son, donc qui forme à toute la chaîne de métiers du cinéma, des écoles d'art du cirque, des universités, grandes écoles, etc. Voilà, l'approche quantitative est un peu plus compliquée dans ce secteur parce que c'est un secteur apparemment qui est fâché avec les chiffres. Voilà, donc c'est une méthode un petit peu qui est adaptée pour une caractéristique aussi là qui est différente de l'étude globale, c'est que dans la culture, en fait, il y a beaucoup d'enseignements qui ne sont pas des enseignements magistraux, on va dire verticaux, donc on ne peut pas forcément comptabiliser les contenus des formations. Les enseignements sur les questions qui nous intéressent ici, mais au contraire c'est plutôt en fait un accompagnement par projet à l'initiative de l'étudiant qui va être ensuite encadré par ses enseignants. Donc c'est l'étudiant in fine qui choisit un peu les sujets sur lesquels il travaille, et évidemment des formations très hétérogènes puisqu'elles correspondent à des corps de métier très différents, donc on ne peut pas évaluer de la même manière une école d'architecture qu'une école des beaux-arts. Voilà, donc ce qui vous intéresse ici, donc on y arrive, c'est les premiers résultats. Donc voilà, évidemment, une prise en compte assez inégale et plutôt insuffisante, on dirait. Alors, hop, voilà. Donc qui est elle-même le reflet de cultures professionnelles différentes. Là, pour vous donner un exemple, il y a
très peu de corps enseignants en fait dans ces écoles-là. C'est avant tout des intervenants extérieurs qui exercent leur profession. Donc par exemple dans l'architecture, qui est un domaine dans lequel ces enjeux-là sont déjà pris en compte, on a fait donc pour l'étude globale une analyse de l'école d'architecture de Paris-Belleville, et on peut dire que 100% des étudiants qui ont suivi ce cursus ont eu à minima un cours obligatoire sur les questions de transition. À l'inverse, si on prend l'exemple du cinéma, qui est une industrie extrêmement polluante, alors je vais citer une étude un peu vieille qui a été faite par l'Université de Californie, qui, en étudiant un petit peu l'empreinte de la ville de Los Angeles et d'Hollywood, on a conclu que c'était la deuxième industrie la plus polluante après l'industrie pétrolière dans cet État. On n'est pas beaucoup mieux de ce côté-là de l'Atlantique. Et donc ces enjeux-là sont très peu, voire totalement ignorés en fait dans ce secteur professionnel. Ça se reflète au niveau des écoles, puisque à la FEMIS par exemple, à ce jour, il n'y a aucun cours en fait dispensé sur ce sujet-là, mais des projets d'intervention extérieure éventuels qui vont se faire à la demande des étudiants. Voilà. Un deuxième constat, c'est qu'il y a peu de formations spécialisées thématiquement en France, contrairement au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, où on va très facilement trouver des formations qui associent la danse, je vous cite un petit peu comme ça au hasard, mais les questions d'art visuel et de transition écologique, des questions de danse et biomimétisme, avec toutes les approches possibles que vous pouvez avoir, mais des formations qui sont clairement spécialisés sur ces croisements interdisciplinaires. Des contenus très variables, donc c'est pas une surprise parce qu'effectivement on aborde ces sujets-là de manière différente à l'école qui forme les futurs archivistes et bibliothécaires, où on va s'inquiéter en fait de la bonne gestion et de l'atténuation de la variation des changements climatiques sur les documents d'archives, que à l'école des Beaux-Arts d'Annecy, où on va faire un séminaire sur l'effondrement, la question de l'effondrement dans les Alpes. Le problème, cependant, c'est que même si cette remarque-là pourrait sembler évidente, le problème, c'est que en fait, on constate un problème qui se transpose sur le secteur de manière plus générale, c'est-à-dire qu'il y a depuis une dizaine d'années un intérêt extrêmement important et croissant sur ces enjeux-là, mais qui concerne essentiellement les contenus, que ce soit des contenus de films, d'expositions, de pièces de théâtre, etc. Et malheureusement, dans toutes les formations qui sont les formations techniques des personnes qui vont s'occuper justement de ces infrastructures, de ces flux, il y a quasiment aucune formation, on va dire, à la hauteur des enjeux. Ah, ça va un peu vite. Voilà, donc dans les écoles, l'ambivalence d'un enseignement par projet. Donc je vous disais qu'on peut difficilement influencer du coup le contenu, et en même temps c'est par le projet en fait que j'ai constaté qu'il y avait le plus de formation sur ces enjeux-là. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode qui permet d'aller travailler avec d'autres acteurs des territoires où on se trouve, qui permet de travailler avec des ingénieurs, de manière interdisciplinaire, et qui permet aussi de monter des projets dans des temps qui ne sont pas les temps consacrés aux enseignements, parce que la question du temps est aussi une question assez importante, et qui permet aussi de capter d'autres financements qui ne sont pas forcément des fonds propres de l'école. Je pense notamment, on m'a plusieurs fois cité des financements de l'Union européenne qui sont fléchés sur les questions de transition, et donc qui permettent aux écoles de les aborder sans empiéter sur le tronc commun obligatoire. Voilà, et enfin, je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Donc, je disais l'enjeu de l'interdisciplinarité. Voilà, les quelques universités que j'ai rencontrées ont clairement illustré cette rigidité-là. Pour pas la citer à nouveau, Paris-Dauphine, par exemple, donc j'ai interrogé, il y a deux masters. Il y a un master sur le management des organisations culturelles et un autre sur le développement durable. En m'adressant au directeur du management du master culture,
il m'a indiqué que je m'étais trompée d'interlocuteur et que en fait il n'y avait aucun pont qui était fait entre les deux masters et qu'il n'y avait pas lieu d'être parce qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Malheureusement, nous, 2 semaines avant, on avait reçu un mémoire de master d'une ancienne étudiante de leur formation qui justement va travailler sur les enjeux environnementaux au sein des managements des organisations de la culture. Voilà, donc une prise en compte assez embryonnaire et largement insuffisante. Donc, qui sont ces acteurs, si j'ai encore un peu de temps ? Oui, non. Ok. Donc, qui sont les acteurs, on va dire, du changement ou qui sont les freins ? J'ai un petit peu listé la typologie des acteurs rencontrés. Donc, les directions d'établissement, donc il y a des engagements assez variés, mais globalement, on va dire que il y a une bonne volonté, c'est-à-dire qu'ils m'ont souvent reçu, très bien accueilli, en me ramenant tout le matériel, démontrant tout ce qu'ils faisaient sur ces questions-là, mais ils sont quand même souvent désemparés. Ce qu'ils font se limite, on va dire, bon, c'est déjà un bon point, mais se limite aux directives qui leur sont données par le ministère de la Culture et qui concernent avant tout les campus, les questions d'infrastructure et jamais en fait les questions d'enseignement. Même si ils répondent positivement à la demande des étudiants qui sont de plus en plus demandeurs parce que la totalité des directions d'établissements rencontrées ont été capables de me citer un mémoire d'étudiants en me disant on travaille sur ces sujets-là, on a des étudiants qui s'intéressent à ces sujets-là et effectivement tous les étudiants, enfin tous les enseignants et les directeurs ont su me dire que voilà, ils ont constaté ces 5 dernières années au moins un intérêt croissant qui s'exprime dans les travaux de fin d'études et dans les recherches menées par les étudiants. Voilà, la question à nouveau des enseignants et des intervenants. Ce que j'exprimais tout à l'heure, de par ces caractéristiques, on a beaucoup d'intervenants extérieurs. Et ce qui peut poser un frein, c'est que voilà, j'ai par exemple la direction de la FEMIS, pour reprendre cette école de cinéma, me disait nous ça nous intéresse, on veut bien, mais on se voit pas demander à nos intervenants extérieurs de parler de ces enjeux énergie-climat parce que ça risquerait de les faire fuir. C'est pas dans leur culture et d'ailleurs personne n'est formé. Et donc ça c'est un gros problème, c'est que voilà, on revient à la question de la formation des formateurs, c'est que quand les enseignants en place ne sont pas formés ou qu'on me dit qu'on peut pas les recruter sur ce critère-là, il faut trouver une solution intermédiaire. Voilà, les réseaux d'établissements. Clémence en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, il y en a qu'un. C'est dans le secteur de l'architecture. Donc, c'est le réseau NSAECO qui a été fondé en 2016, qui regroupe à peu près 200 enseignants et professionnels et qui permet justement de recenser tous les enseignements qui sont faits en école d'architecture sur les questions de la transition et de soulever un certain nombre de débats et de les structurer pour qu'ils aient un certain poids politique. Pardon, excusez-moi. Voilà, et donc enfin la question du ministère de la Culture. De mon côté, concernant la culture, j'ai eu un retour assez unanime sur le rôle que doit jouer le ministère de la Culture. Effectivement, avant tout dans une question d'impulsion politique, mais pas que, idéalement accompagné de financement, bien sûr. Donc un ministère qui est engagé sur ces questions-là, qui a publié un plan de transition vers le développement durable dans lequel il s'engage en fait à mieux soutenir les questions de l'enseignement et la recherche sur ces questions-là. Dans la réalité, il y a quand même d'énormes disparités selon les domaines en fait concernés. Donc, comme je disais, le réseau NSAECO, qui est rattaché à la Direction générale de l'architecture du patrimoine, a été impulsé par le ministère de la Culture et soutenu par le ministère de la Culture. À l'inverse, dans les arts visuels, parce qu'il y a une structuration assez rigide aussi au sein du ministère de la Culture. Dans les arts visuels, j'ai pas pu rencontrer un seul interlocuteur qui s'occupe de ces écoles-là et de l'enseignement dans ce secteur-là, y compris spectacle vivant. En rencontrant les directeurs de ces établissements-là en question, ils m'ont eux-mêmes dit qu'ils n'ont jamais eu aucun message du ministère de la Culture allant dans ce sens. Donc voilà, une réalité assez différente selon les secteurs. Voilà, et donc je vais m'arrêter ici. Donc j'ai dessiné quelques pistes de réflexion qui ne sont pas forcément hiérarchisées, et voilà, parce que cette étude est toujours en cours, mais je les laisse ici, et si vous souhaitez en parler, voilà, on va peut-être laisser un peu de temps pour les questions de la salle.
Oui, on va dire juste un tout petit mot avant de passer aux questions. Donc sur la suite de ces projets, je vais aussi passer la parole à Jacques. Donc sur où on en est en termes d'enseignement supérieur. Donc on a ces projets sectoriels dont Anaïs a donné un avant-goût. On a aussi l'intention de lancer la création d'une plateforme, en tout cas d'initier, on espère portée par quelqu'un d'autre, une plateforme pour les enseignants qui veulent partager les ressources pédagogiques et être mis en relation les uns avec les autres. Ça c'est une grosse demande qu'on nous a faite. On a reçu des dizaines de mails. Donc c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager. Et je vais laisser Jacques nous dire un peu plus sur la suite aussi que lui souhaite donner en partant de ce rapport. Oui, pardon. Oui, Jacques Trainer, j'ai l'honneur de présider le comité des experts du Shift. Oui, donc tu as parlé des pistes de réflexion, mais il y a plus que des pistes de réflexion maintenant. Il y a des expériences et qui sont suffisamment importantes, je veux dire, dans leur échelle, pour que ça ne soit pas anecdotique. Et donc, je voulais vous donner 3-4 exemples. Et en plus de ça, comme il s'agit de choses qui ont en gros démarré ici, par ce genre de réunion, c'est intéressant. Alors, une chose, d'abord, je crois que le critère qu'un établissement est intéressé par la chose, c'est de dire, oui, on va le faire en entrée, en début de parcours, et pas en fin de parcours. Il y a plein de choses qui sont en fin de parcours, mais dans ce cas-là, c'est une espèce de supplément d'âme qui est donné à une formation qui est l'essentiel, et puis après on rajoute un petit peu des choses qui peuvent être très bien, hein, c'est pas le problème. Mais maintenant, ce qui est d'actualité, c'est de faire vraiment ça en début de parcours et de faire un truc sur l'état des lieux de la planète et de l'humanité dans la planète, et pas tellement sur les solutions qui, elles, sont compliquées, qui dépendent du domaine d'activité, etc., etc., et le champ de connaissances. Et de toute façon, ça viendra au cours du cursus. Mais ce qui est important, et l'enjeu maintenant, je crois, c'est de faire ça en entrée. Même si c'est un petit volume, mais que ce soit en entrée. Et l'état des lieux, il est le même pour tout le monde, qu'on fasse du cinéma, qu'on fasse de la finance, qu'on fasse de la physique ou autre chose. L'état des lieux de la planète, il est le même pour tous. Donc il y a quelque chose de commun à transmettre. Alors, quelques exemples de ce type-là. Il y a le réseau Polytech. Le réseau Polytech, c'est 15 écoles d'ingénieurs qui sont situées dans des centres universitaires à travers la France. En moyenne, il y a 200 élèves par promo. C'est sur 5 ans, ces études. 200 élèves par promo. Donc ça fait, vous voyez, 15 fois, etc. Donc ça fait 3000 élèves. Donc c'est pas rien. Et là, ils ont décidé de commencer l'année prochaine un cours en première année sur la problématique énergie-climat. Et pas sur le développement durable en général, sur la problématique énergie-climat, et justement dans la logique de l'état des lieux. Bon, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est demain matin, il y a une réunion, et c'est pas la première, de Paris-Saclay, de l'université Paris-Saclay. Et Paris-Saclay, ça va concerner 5000 étudiants, hein, les premières années, et où il y a un groupe d'une douzaine de personnes, dont des écologues, des climatologues, des physiciens, même des physiciennes qui se réunissent et qui vont définir un contenu. Le problème, c'est pas tellement de savoir ce qu'il faut enseigner, mais qu'il y ait un langage à peu près commun dans une équipe d'enseignantes qui va nécessairement venir des différents champs de la connaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place, peut-être pas à la prochaine rentrée, mais en tout cas assez rapidement, peut-être la prochaine année universitaire dans le second semestre. Donc ça aussi, c'est quelque chose, vous voyez, c'est des milliers d'étudiants qui sont concernés. À Nantes, peut-être que tu pourras... où est-ce qu'il est ? Oui, c'est ça, peut-être tu pourras dire, parce que c'est intéressant, c'est une école de commerce, donc c'est pas via les sciences dures, c'est via l'économie, donc c'est très intéressant ce qui va se passer. Il y a Paris 7, enfin maintenant ça s'appelle l'Université de Paris. Là aussi, c'est des milliers d'étudiants et il y a un groupe de travail concret qui se réunit pour faire ce genre d'enseignement en première année d'université. J'insiste, c'est très important que ce soit en première année. Et puis, dernier exemple, l'UVED, qui est venu ici et qu'on a rencontré ici, l'université virtuelle, l'université virtuelle énergie et développement durable. Et on a travaillé ensemble pour déposer un projet. L'UVED peut financer des vidéos qui viennent en appui, parce qu'il y a un gros problème de ressources communes pour ça, parce que c'est les choses, on sait ce qu'il faut dire, mais il faut que ce soit partagé. Donc un problème de ressources, donc de vidéos complémentaires. Ils ont plein de vidéos, mais elles ne sont pas toujours adaptées à ce genre d'enseignement, à ce qu'on veut faire, et à, voilà, ce qui va démarrer là. Et donc il y a un projet qui a été
déposé et qui, bon, on va voir s'il est suivi des faits, mais qui fera partie de cette question de ressources qui est très importante. Voilà. Merci Jacques, on voit que les choses en fait avancent énormément et pas seulement du rapport bien sûr mais aussi aux mobilisations. Donc d'abord bravo à Clémence, à Marion, à Jacques pour ce rapport-là. Puis merci beaucoup à Anaïs aussi pour avoir initié une forme de poursuite du projet dans un domaine sur lequel on ne nous attendait pas, qui est la culture. Et puis à vous maintenant de poser les questions. Bonjour, c'est moins une question qu'une remarque. Je suis enseignant en économie-gestion. Il y a un problème fondamental qui réside dans la façon dont l'enseignement dont l'économie est faite, qui a été soulevé notamment dans de nombreuses vidéos par Jean-Marc Jancovici, sur le fait que à la racine, on a intégré que les ressources étaient illimitées. Et les systèmes économiques et les écoles économiques, qu'elles soient marxistes, keynésiennes ou autres, ont tout à fait intégré ça, et déconstruire ça va être très compliqué, d'autant que les tenants de ces écoles-là ont la main sur les programmes, les chaires et tous ces événements-là. Donc il faut peut-être trouver d'autres circuit pour, je vais me permettre d'utiliser un mot, disrupter le système en passant par la géographie, la physique, l'histoire, les sciences humaines et moins la science économique. Je suis assez pessimiste sur la capacité à faire transformer le logiciel des intellectuels qui font la science économique. Pour réagir rapidement, effectivement, c'est assez compliqué, notamment pour les écoles de commerce ou les écoles de gestion ou voilà, ces établissements-là. Après, avec un peu de volonté, on peut faire des choses. Nous, on a discuté avec un enseignant qui était venu notamment dans cette même salle, qui voulait lancer un module pour justement déconstruire les modèles d'économie néoclassique. Et en fait, son école de commerce a accepté et lui a donné 50% du cours d'économie d'introduction de première année pour, en gros, les premiers 50% étaient, c'était expliquer le modèle néoclassique, et les 50 suivantes, c'était dire tout ce qui n'allait pas dans le modèle néoclassique. Voilà, et la direction a validé cette idée-là. Alors que voilà, effectivement, ce ne serait pas forcément possible dans toutes les écoles. Donc ça demande un peu de courage et un peu de volonté de la part de l'établissement. Mais voilà, après c'est... Je suis là. Merci Clémence pour cette intervention. Il est là. Moi j'étais assez scolaire, j'ai suivi ce que vous aviez préconisé au cours des différents ateliers. J'ai participé, j'ai trouvé qu'il y avait un concentré d'intelligence très motivant. Et donc l'initiative, en effet, au niveau de l'école, donc c'est Audencia, c'est une école de commerce qui est dans les 10 premières. Et l'objectif, c'était de faire en sorte justement d'intégrer ces enjeux de la transition énergétique avec une vision un peu moins technique et ingénieure, mais plutôt managériale. Et une clé d'entrée, justement, c'était l'économie. Il se trouve qu'en école de commerce, en première année, l'économie, c'est souvent un peu compliqué à gérer parce qu'il y a des étudiants avec des niveaux très hétérogènes. Il y en a qui ont fait des bacs économie, d'autres des bacs scientifiques. Il y en a qui ont fait des prépas éco spécialisés vraiment dans ces dimensions-là et d'autres qui ont fait des prépas plutôt scientifiques, éco-scientifiques. Et donc, en fait, c'était un peu le pugilat au niveau de l'école et j'en ai profité pour leur dire, au niveau de la direction, que c'était peut-être intéressant de refondre ce programme. Donc, on m'a fait confiance et l'idée, c'était de travailler vraiment sur un cours qui articulait l'économie et les enjeux de la transition énergétique. Alors, vos préconisations, c'était 20 heures en première année pour tout le monde. J'ai échoué, je suis arrivé à 12 heures en première année pour tout le monde. C'est déjà un bon début et on verra par la suite. Mais le fait de parler d'économie et de transition énergétique, c'est vraiment intéressant. Alors, je prends une minute pour expliquer les 3 points qui me semblent importants. Le premier... Il y a rarement la place pour un cours d'économie ou pour un nouveau cours parce que les enseignements sont très pleins. Donc la solution que je préconise, c'est d'aller chercher un enseignement qui va mal et faire en sorte de se dire moi je vais le récupérer. Alors l'économie c'est intéressant parce qu'en plus on peut vraiment faire l'articulation facile, mais je pense qu'il y a plein de prétextes parce que c'est très transdisciplinaire pour aller chercher ailleurs dans des disciplines qui marchent moyennement. Donc quand il y a un prof qui est un peu en fin de carrière sur son enseignement, ça vaut le coup d'y aller. Je parle en tant que jeune. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est
la direction de l'école, bien souvent, elle freine, non pas parce qu'elle n'y croit pas, mais parce qu'elle trouve qu'on fait déjà beaucoup de RSE. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que la RSE, c'est plein de petites visions microscopiques qui sont intéressantes avec des cas d'entreprise, et que là, ce qu'on fait, c'est une vision beaucoup plus macro, et on met des ordres de grandeur que les étudiants attendent beaucoup. Parce que moi, j'ai fait des tests auprès de mes étudiants, et il se trouve que les étudiants attendent vraiment cet aspect-là. Et puis le troisième, et je m'arrêterai là, vous parliez de la recherche, et la recherche, il est compliqué de trouver des chercheurs qui s'investissent sur ces champs qui sont trop transdisciplinaires. Alors là aussi, une solution que j'ai trouvée, c'est plutôt que d'aller chercher les chevaux de course qu'on a dans nos écoles, qui sont extrêmement spécialisés et qui, eux, ne peuvent pas vraiment sortir de leur champ, sinon ils périssent, c'est plutôt de faire appel aux chercheurs de niveau intermédiaire qui, eux, sont plus enclins à faire de la transdisciplinarité avec d'autres collègues, ont moins d'exigences sur le plan académique, sur le plan de la recherche, parce qu'ils ils prennent en charge des enseignements, ils ont des dimensions administratives dans les écoles, et eux peuvent faire avancer les choses. C'est mon cas, moi j'ai une approche assez professionnelle dans mes enseignements, je fais moins de recherche très pointue, et je trouve des collègues, là on est déjà 4 en train de commencer à phosphorer sur des sujets qui sont vraiment de type management, des études de cas aussi, qui portent sur les enjeux de la transition énergétique. Donc voilà, c'était trois pistes, et donc je voulais vous remercier du fond du cœur pour m'avoir permis de passer la seconde sur ce sujet qui me taraude depuis maintenant 7 ans, et qui passe à l'action concrètement, ça me motive beaucoup. Merci. Donc Damien Dussault, je suis chercheur à l'École des Mines de Paris. Et déjà merci de votre présentation. Je suis ici. Et j'avais une question en fait concernant le rôle des entreprises dans l'enseignement supérieur et notamment la transition énergétique. Vous avez abordé notamment l'idée qu'elles doivent rendre explicites leurs besoins en compétences, mais vous n'avez pas abordé le sujet du mécénat et de la contrainte budgétaire des établissements. Et on avait eu cette politique en mars dernier sur le BNP Paribas qui souhaitait ouvrir une licence sur le développement durable. Et donc d'un côté, il y avait la peur du greenwashing, de la perte d'indépendance, et de l'autre côté, il y avait l'argument de dire mais on va ouvrir une nouvelle formation sans augmenter drastiquement les frais de scolarité. Alors du coup, ma question c'est comment on doit réguler ce mécénat? Est-ce que c'est une question vraiment spécifique à la transition ou est-ce que c'est plutôt une question d'ordre général en fait? Non, mais c'est une question compliquée. Peut-être que Jean-Marc aura envie de dire un mot là-dessus, mais c'est effectivement, quand on a présenté notre rapport final, on a eu des étudiants qui étaient en train de manifester contre cette licence, qui sont intervenus dans la salle pour passer leur message. Il n'y a pas vraiment de solution. Pour l'instant, si on a besoin d'avoir recours à des entreprises pour financer ce type de chaires, c'est parce que ça manque en termes de moyens publics. Donc pour l'instant, on a besoin de toute façon de ces acteurs économiques. Après, ce qui pêchait avec la licence PSL, c'était la manière dont ça avait été géré, un trop gros manque de concertation avec les étudiants, les enseignants, les autres membres du conseil d'administration. Il y a une clause, je crois, de non diffamation de BNP. Enfin, il y avait quelques trucs qui gênaient un petit peu. Donc on peut imaginer que ça puisse, une initiative comme ça puisse voir le jour sans problème, pour peu qu'elle soit plus intelligemment menée avec plus de concertation. Après, effectivement, c'est le fait qu'il y ait plus de l'argent privé qui vienne financer ce genre de projet, c'est que ça manque par ailleurs. Donc peut-être qu'un jour, on n'en aura pas besoin. À voir. Après, les entreprises ont aussi un autre rôle à jouer. Souvent, les établissements nous disent que faire des partenariats avec ces entreprises, ça leur permet de faire un lien avec l'activité du territoire. Donc il y a entreprise, et puis il y a mécénat, et puis partenariat pour travailler ensemble. C'est le cas en Hauts-de-France, par exemple, où il y a beaucoup de partenariats dans le cadre de la vision un peu rifkinienne, travailler avec le territoire, troisième révolution industrielle. Voilà, donc il y a plusieurs types de partenariats, et c'est vrai qu'il faut qu'ils soient bien gérés pour qu'ils soient aussi mieux acceptés et qu'on en fasse le meilleur. Si je peux me permettre d'amener une précision, il me semble que la bonne ligne de partage des eaux, elle se situe entre les savoirs fondamentaux et les savoirs appliqués. C'est exactement la remarque que j'avais faite au moment où on avait fait la présentation du premier rapport. Je ne pense pas que ça soit très sain qu'une entreprise finance la définition de l'énergie cinétique, l'apprentissage de l'énergie cinétique d'un corps en mouvement. Voilà. Par contre, qu'une entreprise qui fabrique des tours finance la formation pour savoir fraiser une pièce
Ça me dérange absolument pas, enfin à titre personnel, mais il me semble. Donc dans ces affaires-là, si on reprend l'intervention de Jacques tout à l'heure, pour enseigner que la Terre est ronde, qu'elle fait 13 000 km de diamètre et que le CO2 a des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre, je ne crois pas que ce soit sain que ça soit financé par des entreprises. Et donc les fondamentaux sur la manière dont le problème se présente, c'est pas sain, parce que comme par ailleurs, je suis de le dire, même si c'est mes interlocuteurs, le greenwashing reste encore légion dans le monde économique. Dit autrement, on définit les problèmes comme étant ceux qu'on sait traiter. En général, c'est plutôt comme ça qu'on s'y prend. Si jamais on laisse l'argent privé financer la définition du problème, il y a des risques évidents de dérive sur le fait qu'on va grossir les trucs qu'on sait déjà traités et passer mettre sous le tapis les trucs qu'on ne sait pas traiter, alors que ça peut très bien ne pas correspondre du tout à la hiérarchie des faits telle qu'on les observe. Par contre, encore une fois qu'on a décidé de faire des modules appliqués derrière sur qu'est-ce qu'on fait, après que une entreprise privée aide à financer la formation, j'ai envie de dire technique, applicatoire dans un domaine donné, ça se gère. Voilà. Et donc la réaction qu'il y a eu à propos de la licence financée par BNP Paribas, je la comprends en ce sens que il y a un petit côté, c'est une entreprise privée qui va définir ce que c'est que le bien collectif. Bon, et ça, c'est clair que c'est quelque chose, enfin, en tout cas dans notre pays, il y a d'autres pays où ça posera peut-être pas de problème, dans notre pays, ça reste un sujet qui est discutable. Bonjour. Ici. Bonjour, merci pour votre travail. J'ai une question sur la portée de votre étude. J'ai vu que c'était, je pense aux écoles d'ingénieurs, c'est ce que je connais, et il y avait 12 écoles prises dans l'étude. Et je me disais peut-être l'importance d'aller plus loin dans l'étude, d'expérience les écoles d'ingénieurs, celles qui sont sensibles au classement en particulier, ce sont les écoles les plus hautes dans le classement, et il y a un filtre social qui s'applique à l'entrée de ces écoles. Et voilà, je me disais, ce serait important pour toucher plus de gens. Il y a à peu près 200 écoles d'ingénieurs en France, sans compter les écoles périphériques type l'école 42, l'Epitech, qui constituent un autre réseau d'étudiants. Et pour toucher plus de monde, ça me semblerait intéressant d'aller chercher ces autres écoles qui représentent, alors pareil, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas d'études, que mon sentiment personnel, ça représenterait d'autres catégories socio-professionnelles. C'est prévu. Il y en a même qui viennent nous voir d'elles-mêmes, donc voilà, effectivement, c'est prévu de pas. Là, c'était juste pour l'étude quantitative qu'on s'est intéressé à ces écoles, mais même au niveau des entretiens, on en a vu d'autres. Voilà, donc c'est vraiment juste pour les chiffres qu'on a pris ces écoles-là parce qu'il fallait qu'on ait une méthode de sélection. Mais voilà, on est bien sûr ouvert à discuter et à travailler avec toutes les autres écoles d'ingénieurs et surtout la masse des ingénieurs. Donc voilà, c'est prévu. Oui, je complète juste en disant que cette étude vraiment se voulait pas représentative du supérieur. Enfin, c'est l'enseignement supérieur est caractérisé par vraiment une immense diversité d'établissements, de types de formations dispensées, etc. Et c'était vraiment un premier point d'entrée pour voir comment dans ces formations qui sont assez élitistes entre guillemets, c'était traité en fait. Mais ça mériterait bien sûr d'être, l'étude mériterait d'être faite sur l'ensemble des établissements du supérieur. C'est juste que c'est un gros travail. On a d'ailleurs été beaucoup aidés par notre réseau de bénévoles pour le réaliser et c'est un long travail mais qui mériterait d'être en effet élargi. Je vais me permettre de passer à la dernière question avant qu'on ait une pause cette fois-ci, repas plutôt. Merci, c'est pas vraiment une question. Agnès Moreau, je remercie Anaïs pour sa présentation sur les rapports entre crise climatique et culture. Et voilà, entre le moment où Anaïs a fait son étude, enfin a commencé son étude et aujourd'hui, il s'est trouvé que j'ai fait une présentation sur l'écoproduction audiovisuelle à la FEMIS. Donc, il existe maintenant un enseignement en rapport avec la crise climatique à la FEMIS. Donc, bon, ça s'appelle l'écoproduction audiovisuelle. C'est un mot un peu compliqué, mais pour dire que comment on peut produire des films en respectant davantage l'environnement. Et j'ai commencé ma présentation par une explication du climat, du système Terre, de la crise que nous vivons actuellement. J'ai rencontré un très bon accueil à la fois de la part de la direction et aussi des étudiants qui sont conscients, intéressés, mobilisés. Donc voilà, c'est un petit début, mais je pense qu'il y aura des suites. Merci.
Je crois que oui, Anaïs est d'accord. Non, effectivement, on échangeait tout à l'heure là-dessus. L'idée, c'est que ce soit un peu plus systématique, mais c'est un bon début et c'est assez encourageant. J'ai cru comprendre que c'était la dernière question. Ouais, je voulais juste souhaiter bon appétit du coup. Bon appétit et à tout à l'heure.